Je n'avais pas particulièrement prévu de me replonger dans l'immédiat dans la carrière de Sébastien Vettel. J'avais vraiment envie de me replonger en détail dans sa carrière dans une petite chronique d'1 heure et demie à peu près. Mais bon, j'ai quand même envie de balancer quelques petits trucs qui me passent par la tête parce qu'il y a quand même plein de choses à dire sur ce champion du monde qui va nous quitter, qui nous a quittés, ça y est. Bon, il sera peut-être de retour un jour, mais on verra d'ici là. Mais voilà, je trouvais quand même qu'il y avait suffisamment de belles leçons à apporter sur Vettel, un petit peu pour se rappeler les bons souvenirs avant de passer à autre chose. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je pense qu'on va perdre un sacré personnage dans le paddock. Un personnage qui a appris au fil des années à cultiver peut-être malgré lui une popularité grandissante, un petit peu de pitié là-dedans très certainement dans ses dernières saisons chez Ferrari et chez Aston Martin du coup, parce que quand il fait ses débuts en 2003 bien évidemment tout le monde avait les yeux rivés sur la lutte entre Schumacher, Montoya, Raikkonen et puis l'émergence d'un certain Fernando Alonso. Donc bien évidemment, on n'avait pas encore les yeux rivés sur ce qui se passait en catégorie inférieure. Pourtant, très vite, on a regardé ce qui se passait en Formule BMW, la Formule BMW qui à l'époque était un des viviers principaux de jeunes talents. Et tout de suite, pour sa première saison, il termine 2e du championnat. L'année suivante, il gagne le titre et tout ça lui donne déjà une accession fulgurante. Déjà, avant même d'accéder en Formule BMW, il a eu le soutien de Red Bull qui avait repéré ses résultats incroyables en karting. Red Bull qui était un petit peu à ses débuts, qui avait vraiment initié leur programme de filière junior dans la Red Bull Junior Team et qui a du coup décidé de financer sa carrière professionnelle, semi-professionnelle en monoplace. Et cette ascension fulgurante, vice-champion, champion de Formule BMW. En 2005, la récompense pour le champion, c'était d'essayer une Formule 1. Je rappelle qu'à l'époque, en 2005, BMW avait un pied en Formule 1 avec Williams, ce qui lui a donné l'opportunité de faire ses premiers tests, d'attirer quelques petits regards indiscrets, de se dire mais ce petit jeune, il a déjà une grande maturité pour son âge. Il devait tout juste avoir 17-18 ans avec du coup le soutien de Red Bull, Helmut Marko, mais aussi du coup de Mario Tyson, si j'écorche pas son nom, qui était à la tête du programme BMW en Formule 1. Et la première fois que j'ai personnellement entendu parler du coup de Sébastien Vettel, je ne l'oublierai pas parce que c'était au Grand Prix de Turquie 2006. En ce temps, du coup, on pouvait faire rouler, il y avait une séance dédiée aux pilotes essayeurs. Et Robert Kubica, qui avait été promu en tant que pilote titulaire, a laissé sa place de 3e pilote. Du coup, Vettel a été promu en tant que pilote essayeur. Et en Turquie, il monte dans la voiture et tout de suite, il flash. Mais littéralement, il flash parce qu'il a fait un excès de vitesse dans la voie des stands. Et avec son petit palmarès, déjà, tout le monde disait « Oh là là, ce petit veut déjà aller plus vite que la musique. » Bon, en réalité, il s'est pris une amende et son équipe a dit « Tu refais plus ça. » Mais il y avait un petit narratif qui a été créé. Et ses vrais débuts en Formule 1 en 2007 qui était aussi assez impressionnant en remplaçant à nouveau Robert Kubica au Grand Prix des États-Unis face à Nick Heidfeld. Il était pas ridicule du tout. Encore une fois, considérant sa faible expérience, en qualification, il était pas loin, en rythme de course. Il a été combatif dans le peloton, il a fait de belles choses. Et là, en fin de saison, Red Bull a dit, bon, celui-là, il est à nous. Hein. Et puis, avec Scott Speed, ça passe pas trop, du coup... on a envoyé Franz Tost et Gerhard Berger casser la gueule à Scott Speed. Je dis ça, mais c'est à moitié vrai, ils se sont vraiment foutus sur la gueule. Bon, Scott Speed est évincé et Vettel fait ses débuts en tant que vrai pilote titulaire pour le Grand Prix de Hongrie 2007. Et il lui faut quelque temps, bien sûr, pour s'adapter face à Vincenzo Liuzzi, qui, je le rappelle, était quand même un pilote très rapide. À l'époque, il n'était pas dans le programme Red Bull pour rien. Le problème de Liuzzi, c'est qu'il était italien, du coup il se crachait avant de terminer les courses, mais il avait une petite concurrence en face de lui. Il découvrait une nouvelle monoplace moins performante que la BMW, mais le moment d'étincelance de Seb, je pense que ça a été pour tout le monde le Grand Prix du Japon où dans des conditions cataclysmiques, il se retrouve en tête de course. Enfin, il mène ses premiers tours en Grand Prix à la phase des arrêts au stand. Il est 3e à la régulière derrière Hamilton et Webber. Il se passe ce qui se passe. Il fait une erreur de jeunesse, un petit peu surpris par ce qui se passe devant. Il percute Webber. Là, chez Red Bull, ça a été
une magnifique opportunité de foutu à la poubelle, mais il se rattrape en Chine, de nouveau sous la pluie, il termine 4e. Et là, on se demande qui c'est ce mec, comment un tel talent si jeune peut exister. Et le surnom de Baby Schumi ne vient vraiment pas de nulle part. C'est pas juste parce qu'il était allemand, qu'il était fan de Schumacher. C'est vraiment qu'il y avait un talent très spécial dans ce pilote et une aisance naturelle. Et il semblait déjà être fait pour ça. Et avec le paradoxe, justement, de sa gueule d'ange, sa gueule de gamin, et son talent sous la pluie, qui était parfaitement remarquable. En 2008, bien sûr, il y a d'autres moments un petit peu de brillance, mais je pense que celui qui a mis tout le monde d'accord, c'est sa victoire au Grand Prix d'Italie, où certes, Toro Rosso avait pris le pari complètement fou de mettre des réglages pluie sur ces deux voitures dès le vendredi. Et là où tous les autres, ne s'attendaient pas spécialement à ce qu'il pleuve, mais Toro Rosso a réussi son pari, et Vettel, la tête froide, il fait la pole, la victoire, et juste une petite erreur de mémoire à la seconde chicane, il se fait une petite frayeur, mais à part ça, il est incroyable. Il colle 8 dixièmes de mémoire à Sébastien Bourdet dans l'autre Toro Rosso. Et son ascension chez Red Bull est tout à fait logique. Il remporte la première course de Red Bull. Vous devinerez jamais dans quelles conditions. Grand Prix de Chine 2009. Un très beau Grand Prix aussi. Sous la pluie, doublé Red Bull. Et dans une saison où vraiment la Braun Grand Prix était particulièrement dominante, surtout sur le début de saison. Et Vettel s'affichait presque comme un challenger inattendu. Je pense que peut-être le Vettel de 2013 aurait pu jouer le titre jusqu'au bout, mais on était sur un Vettel qui en était à sa 2e saison complète, qui était encore très jeune. Il y a eu quelques erreurs, je me rappelle du Grand Prix de Turquie notamment. Donc il y a eu des petits moments pas très joyeux, mais quand même pour cette seconde saison complète en Formule 1, il finit 2e du championnat, c'est incroyable. Et là arrive le sacre en 2010. Sacre en 2010 face à des Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, des champions du monde en titre, champions du monde confirmés. Et même s'il n'était pas vraiment favori à la dernière manche, qu'il y a eu ces moments de polémique dans la saison, notamment principalement en interne, avec le conflit en Turquie avec Weber, l'assistance de Red Bull après que son aileron avant se soit cassé et qu'on lui ait donné la nouvelle spec de Weber à Silverstone. Je pense aussi à Spa-Francorchamps où il se crache dans Button en faisant une bête erreur. Mais il y a aussi eu quand même beaucoup de poisses. Je rappelle, il ouvre 2010, il domine le Grand Prix de Bahreïn et au final c'est le moteur Renault qui le lâche. Grand Prix suivant en Australie, cette fois-ci, c'est son aileron avant qui tombe. Où il était encore une fois en tête. Donc, il y a quand même eu des gros coups de poisse pour Vettel cette saison-là, et il a quand même, je pense, bien mérité son titre. Et ensuite, en 2011 pour moi, c'est vraiment la consécration ultime de ce qu'on a vu de Vettel jusqu'à présent, qui arrive à une maturité supplémentaire, parce que en 2011, on a le passage aux pneus Pirelli, des pneus Pirelli qui changeaient dramatiquement des pneus Bridgestone qu'on avait en 2010, des pneus Bridgestone qui avaient une durée de vie, mais ridicule. Je rappelle le fameux Grand Prix de Monza, où sur les 53 tours, Vettel en a fait 52 en pneus tendres. Et il s'est arrêté dans le dernier tour pour faire son arrêt obligatoire. En 2011, on passe sur totalement autre chose. Ce sont des pneus qui se dégradent très vite, d'une manière totalement absurde. Et même si Red Bull, finalement, était la voiture qui faisait le mieux marcher ses pneus Pirelli, qu'en plus de ça, ils avaient développé le fameux concept du diffuseur soufflé, si je me mélange pas dans les noms, mais une nouvelle invention brillante de Adrian Newey. On a vraiment vu du très grand Vettel, et pour en rester vraiment sur ces pneus Pirelli, je rappelle que après Vettel, s'il y a un homme qui illumine cette saison, c'est Jenson Button qui était réputé pour être l'homme qui parlait aux pneus, et parce qu'il les conservait à la perfection. Il avait ce style de pilotage très doux, très intelligent, et on regarde un petit peu dans le peloton, on a 2 autres pilotes qui se démarquent particulièrement chez Sauber. Ce sont Kamui Kobayashi et Sergio Pérez, 2 autres pilotes particulièrement réputés pour leur gestion pneumatique. Donc Vettel qui s'en tire, je crois, avec 10-11 victoires sur cette saison 2011, ça a été une nouvelle démonstration de son très très grand talent. Et en 2012, là,
il retombe dans l'adversité face à des McLaren redoutables, toujours de Lewis Hamilton et Jenson Button, mais aussi des McLaren qui font des bêtises débiles au stand, un moteur Mercedes qui n'est pas fiable, une McLaren qui n'est pas fiable de manière générale, et puis en face, on a un Alonso qui est au sommet de son art, on a un Mark Webber qui est revenu très fort aussi, un peu comme en 2010, il se passe ce qui se passe, et sur la fin de saison, il arrive une nouvelle fois à tirer le meilleur des Pirelli, et il remporte un titre dans une édition du Brésil qui est pour moi, si je devais faire une émission, la course de sa vie, sur Vettel, ce sera le Grand Prix du Brésil 2012. J'avais prévu de la faire justement cette émission, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, et ça fait très longtemps que je travaille dessus, mais je pense que ça devrait vous plaire quand ça viendra. Grand Prix du Brésil 2012 où il se fait percuter au premier tour, et il remonte comme un dieu pour terminer à la position qu'il lui fallait pour confirmer son 3e titre. 2013, on n'en parle pas, le fameux record des 9 victoires consécutives en fin de saison. Faut quand même admettre et rappeler que on a eu à la mi-saison le changement des pneus Pirelli, où on est retourné aux spécifications de la saison précédente à cause des explosions de Silverstone, mais quand même, encore une fois, c'est lui qui en tire le meilleur, et 2014, là, c'est le moment où on remet un petit peu tout en question, où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en face de lui, il y a le petit Daniel Ricciardo qui marche à la perfection dans cette Red Bull qui correspond parfaitement à ce qu'il a besoin, et en même temps, on a une Red Bull beaucoup moins à l'aise qu'auparavant. On a un moteur Renault qui n'est pas fiable du tout. Et du coup, on est en droit de se poser les questions. On est en droit de se poser des questions, mais je pense qu'en 2015, lorsqu'il prend son pari de partir chez Ferrari, là, on peut se dire que il est toujours là, le Vettel, parce qu'on a vu un nouveau Sébastien Vettel. Et là, je parle presque humainement, parce que Vettel, c'était ce personnage qui avait un petit peu cette réputation d'être un petit peu un vilain garnement, mais en même temps un adorable vilain petit garnement. Tout le monde disait qu'il était particulièrement bien éduqué, sympathique, très attentif, tout ça, mais en même temps qu'il était capricieux. Et chez Ferrari, on retrouve un Vettel beaucoup plus expressif, avec un grand sens de l'humour, avec une passion pour Ferrari qui se lie. Dès l'instant qu'il est dans sa voiture rouge, dans sa combinaison, il adore ce qu'il fait. Et on assiste peut-être, on se dit, ça va peut-être être un nouveau Vettel qu'on va voir, mais la réalité, c'est que non. Et je pense que le nom est en grande partie dû au Ferrari, en quelque sorte. Ça va un petit peu faire la jonction avec une autre chronique que je prévois sur Ferrari, mais on rappelle que fin 2014, Vettel était presque blasé de la Formule 1, et si ce n'était pas pour l'appel de Luca Di Montezemolo à la tête de Ferrari pour lui dire viens rouler chez Ferrari, il avouait qu'il envisageait même peut-être de prendre une saison ou deux de repos. Et là, il a un nouveau challenge dans une équipe qui le fait fantasmer. Il a eu un long échange avec Di Montezemolo qui lui a présenté ses projets, tout ça. Parce que je rappelle qu'en 2014, la Ferrari est une catastrophe. Mais si vous aimez vous marrer, je vous rappelle toujours, allez regarder des caméras embarquées de la Fiat, la F14T, je sais pas comment vous voulez la nommer, mais cette Ferrari 2014 qui sous-vire en entrée de virage et survire en sortie. Et dans tous ces projets, Di Montezemolo a convaincu Vettel définitivement, mais le problème c'est que lorsque Vettel arrive à Maranello en 2015, c'est que Di Montezemolo n'est plus là. Il a été remercié. On a mis quelqu'un d'autre à la tête de la Scuderia, qui est Maurizio Arrivabene, à Maurizio Arrivabene avec qui finalement ça n'a jamais vraiment marché entre eux, qui se dit en plus était un petit peu plus friand de l'approche raikkonenienne que celle de Vettel, et finalement il n'y avait pas vraiment d'esprit qui pouvait convenir peut-être à ce qu'on avait promis à Vettel, une approche qui ne convenait pas à ce qu'il attendait, mais malgré tout en 2017 on arrive avec une voiture très forte, après une saison 2016 brouillonne, je pense qu'on peut le dire. Mais 2017, c'est une saison très forte de Vettel, même si on revoit un petit peu en Azerbaïdjan le côté capricieux, lorsqu'il se fait surprendre par Hamilton et va donner un coup de roue dans la voiture. Pas très élégant. Il se passe ce qu'il se passe, on a des bêtises ferrariennes, on a le bête clash de Spa, de Singapour,
Et ensuite, 2018, c'est peut-être la conclusion d'un chapitre horrible, avec une voiture qui en début de saison n'était pas mauvaise, mais qui n'a pas su suivre la course au développement, et qui plus est dans un contexte moche pour Ferrari, puisque il y a la mort de Sergio Marchionne qui arrive quelques jours après l'accident de Vettel en Allemagne où il perd bêtement le contrôle en tête de la course, après avoir fait une super pole pourtant. Et en interne, ça a été la pagaille, il y avait aucune cohésion, même les pilotes n'arrivaient même pas à trouver leur place puisque Raikkonen on lui avait fait comprendre qu'il était sur un siège éjectable et il avait même plus vraiment envie de jouer le jeu de l'équipe. On sentait que, de toute façon, Raikkonen, il en avait marre de la direction Ferrari. Même s'il faut pas non plus dire n'importe quoi, il était très bien en interne avec son équipe. Mais Vettel, c'était pareil, il y avait plus vraiment de cohésion en interne. Pourtant, c'est débile, mais Vettel et Raikkonen, c'était un duo qui marchait à la perfection. On a deux gars très intelligents, surtout Vettel qui est très bosseur, mais Raikkonen qui a une approche, une compréhension qui compense vraiment son manque d'assiduité. On avait un super duo de pilotes intelligents qui peuvent s'entendre, échanger, communiquer, mais derrière, il y avait une équipe qui n'a pas su être là, et je pense que le clou du cercueil de la saison 2018, ça a été Monza, où finalement, alors que Vettel sort d'une sublime victoire à Spa, on ne lui confie même pas le statut de vrai numéro 1 à Monza, puisque c'est Raikkonen qui profite de la pole grâce à l'aspiration de Vettel, alors que ça aurait dû être l'inverse. Au départ, il perd ses moyens, et ensuite, ça a été une constante sur le reste de la saison. Et en 2019, un nouveau management avec Binotto, l'arrivée de Charles Leclerc, un Mattia Binotto qui ne savait vraiment pas où se placer, il avait le cul entre deux chaises, entre je dois faire comprendre aux tifosi qu'on croit en Vettel, et l'avenir c'est Leclerc, parce que Vettel, on lui fait plus confiance. Et ça s'est très vite effrité, on l'a vu au fur et à mesure de la saison. C'était totalement ridicule. Enfin, les consignes d'équipe du début de saison où on martelait Leclerc pour lui dire tu restes bien derrière Vettel. Et finalement, ça s'est conclu par une saison 2020 où ça a été une catastrophe, tant du côté de la Scuderia que de Vettel qui n'y arrivait pas avec cette voiture. On a un petit moment quand même de génie en Turquie, mais à part ça, je pense que la saison était assez oubliable. Et son petit passage chez Aston Martin nous aura permis peut-être de revoir la conclusion d'un Vettel qu'on a appris à apprécier au fil du temps, avec une certaine maturité cette fois-ci, et toujours un pilotage très sage et intelligent. Et je pense que j'ai pas bien eu l'occasion de m'y attarder dessus, mais on connaît tous bien sûr ce fameux coup de volant de Seb qui l'a distingué particulièrement dans ses années Red Bull, et qui jusqu'à aujourd'hui peut-être marchait un petit peu moins, mais malgré tout savait se révéler efficace dans la manière de prendre ses épingles, ses virages lents. Et on a eu un petit peu le privilège de le revoir sur des petits podiums, même si un des deux a été annulé pour des bêtes raisons réglementaires. Mais je pense que on peut dire que Vettel est parti la tête haute. Pas tout le monde, malheureusement, qui a eu cette chance en Formule 1 après une belle carrière de quitter la discipline sur une belle note. Je pense à Raikkonen. Sa dernière saison était quand même pas brillante, dans le sens où il y a eu quand même pas mal de grosses bêtises. Et en plus, il avait une voiture désastreuse. C'est un chapitre de la Formule 1 qui se ferme. Je pense, comme je l'avais dit un petit peu dans ma chronique sur les meilleurs champions du monde de l'histoire, il va falloir attendre pour vraiment pouvoir apprécier où Vettel va se ranger parmi les légendes de la Formule 1. Est-ce qu'on ira le mettre sur un pied d'égalité avec les Schumacher, Fangio, Senna, tout ça ? Ou alors, est-ce que au contraire, on se rappellera d'une carrière qui a été brillante à certains moments, mais plus difficile à d'autres, et peut-être le reléguer dans des légendes de seconde catégorie, si vous me permettez cette insulte, avec des Graham Hill, Jack Brabham, Nelson Piquet, cette catégorie de pilotes-là. Le temps nous le dira, mais dans l'immédiat, je pense que ceux qui ont assisté à sa carrière peuvent se dire qu'ils ont vu quelque chose de beau, avec de grands moments,
d'autres moins joyeux, mais bon, c'est comme pour tout en Formule 1. Et ceux qui ne l'ont découvert que sur la fin, bah, je ne peux que vous inviter, si vous êtes tilté par la passion autour de Sébastien Vettel, à bien sûr essayer de vous replonger dans le passé. Avec F1 TV, on a toujours moyen de revoir de vieux Grands Prix, sinon... Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais il y a toujours moyen de se débrouiller quand on en a vraiment envie. Mais j'ai beaucoup parlé, beaucoup de passion, parce que un pilote passionné comme Vettel le mérite peut-être, mais voilà. C'était un petit peu tout ce qui me pesait sur le cœur, ça me permettait un petit peu de me replonger dans tout ça, et puis à l'avenir, quand le cœur s'en dira, on se replongera peut-être dans sa carrière en essayant de le faire d'une manière un petit peu plus narrative, bien sûr, si on arrive à trouver un petit angle d'attaque sympathique. La passion n'est jamais finie, on se retrouve bientôt pour parler un petit peu plus, toujours de l'actualité de la Formule 1, toujours pour parler un petit peu plus de l'histoire, peut-être moins sur le mois de décembre, mais bien sûr, sur le début d'année, janvier-février, j'ai prévu quelques petites choses qui j'espère vous plairont. Des gros bisous et à bientôt sur TikTok.